Bonjour. Dans quel monde vivons-nous? On vit dans un monde où les démocraties laissent la place aux dictateurs les plus vulgaires, les plus brutaux, les plus rustres, et ceci partout dans le monde. Ça se passe en Europe, ça se passe aux États-Unis récemment, et ça va mal finir. Ce qui se passe, c'est qu'on se laisse faire par la brutalité, par la bêtise, par l'idiotie, par l'obscurantisme, par la ruse crasse, par les stratagèmes les plus idiots et donc les plus efficaces, par les idéologies qui consistent à se dire que quand on n'a aucun scrupule, on peut déplacer des montagnes. Effectivement, on peut le faire. Mais on déplace des montagnes pour écraser des millions de gens. Et pour écraser d'ailleurs toute forme d'espoir de créer quelque chose de vivable sur cette planète, ça va mal finir, y compris pour ces personnes, pour ces tyrans. Et cette histoire-là, on la connaît depuis des milliers d'années, c'est ça qui est triste. Il y a pas mal de textes antiques qui parlent de ça, c'était une des préoccupations principales, enfin c'était une grande préoccupation de la démocratie athénienne. L'arrivée du tyran après la démocratie. C'était d'ailleurs un des arguments centraux de Platon pour rejeter la démocratie. Alors c'est très séduisant, hein, les raisonnements de Platon contre la démocratie, mais bon, déjà c'était une autre époque. C'était des logiques complètement différentes, c'était une culture complètement différente. Je ne vais pas vous la rappeler, vous irez voir, et vous en savez déjà certainement beaucoup sur ces cultures-là. Alors moi j'adore Platon, j'adore tous les dialogues de Socrate, hein. Mais bon, c'est quelqu'un qui m'a longtemps fasciné, qui a longtemps nourri ma détestation de la démocratie d'ailleurs, hein. Pour moi, bon ben voilà, il m'avait convaincu que la démocratie ne pouvait mener finalement qu'à la destruction de la chose commune. Bon, mais c'est pas si simple. Et surtout, il n'y a pas une démocratie. Il y a certainement plein de façons de faire démocratie. Et même si on garde ce terme, ça peut prendre des formes très diverses. Et on peut peut-être continuer à être inventif à ce niveau-là. Et on peut également avoir espoir de pouvoir utiliser des innovations technologiques. On est dans un autre monde aujourd'hui qui peut peut-être nous permettre de penser les choses et de continuer à les penser. On a commencé à essayer de les penser, hein, les choses. Il y a plein de penseurs, je vous le dis souvent. C'est une réalité, hein. C'est pas la peine que je le répète ici. Moi, je suis pas du tout, j'arrive pas à la cheville de dizaines et dizaines de penseurs qui ont émaillé l'histoire de la pensée humaine et qui ont réfléchi sur ces sujets-là. Il faut aller les voir, il faut aller les lire. Il faut être curieux. Voilà, tout ce que ne sont pas ces gens. Ces gens, ils ne sont pas curieux, ils ne sont pas curieux de l'autre. Ils détestent rien plus que la diversité, rien plus que l'autre, quoi. Rien de plus que ce qui pourrait les sortir de leurs petites habitudes, de leurs petites convictions, ou grandes convictions d'ailleurs, hein, qui sont souvent monolithiques à l'image de leur fascination pour eux-mêmes. Et c'est très triste parce que pourquoi continuer à parler de tout ça, hein, c'est analysé, raconté, décrit en long et en large et en travers dans plein d'écrits depuis des millénaires. Et je pense pas que ce soit une excuse pour jeter la démocratie. En fait, en réalité, il faut réfléchir à ce que ça peut être, hein. Moi, je pense qu'on peut inventer des formes de démocratie et notamment des choix d'architecture, de structure, qui pourraient relever de la démocratie, c'est-à-dire d'un régime où au final le peuple a le dernier mot et peut avoir le dernier mot si le système ne lui plaît pas. Alors ça peut prendre des formes très diverses.
Le danger, c'est de tomber entre les mains des sophistes, en fait. Hein. C'est l'histoire antique. Hein. Là, on se retrouve face à des sophistes, c'est-à-dire des gens qui savent et qui ont décidé d'utiliser la parole, l'image, la communication, la propagande et toutes les armes possibles pour prendre le pouvoir sans aucun scrupule, dans le but de privilégier leurs propres choix, qui en général sont des choix à courte vue, et surtout des choix très égotiques, et des choix de favoriser des intérêts très personnels, les leurs et ceux de leurs quelques complices, qui ont certainement un projet. Moi, j'essaye de pas trop rentrer dans la paranoïa. J'en ai parlé dans certains de mes bouquins. Pour moi, derrière, il y a quand même des projets sans être dans du complotisme. Parce qu'attention, le seul vrai complot, c'est le complotisme. Peut-être ça, faudrait que j'en parle un de ces jours, mais on se fait complètement avoir par le complotisme. Et c'est par là qu'ils nous ont d'ailleurs, ces gens-là. Ils ont récupéré tout un tas de gens perdus, notamment par le complotisme. Donc le seul vrai complot, c'est le complotisme lui-même, qui permet de remplir les cerveaux de merde, en fait, hein, et ensuite de les diriger par le bout du nez ou par le bout d'autre chose, de leur peur surtout d'ailleurs, par le bout de leur peur et de leur limitation. Alors voilà, faut quand même prendre acte que des millions, des dizaines de millions de personnes sont capables de voter pour des gens comme Trump. Mélanie en Italie, enfin voilà, je jette pas la pierre aux États-Unis d'ailleurs, hein, parce que les États-Unis sont capables du meilleur aussi, hein, on le sait. Mais ce sont quand même des dizaines de millions de personnes, enfin peut-être pas une majorité d'ailleurs, c'est pas si simple que ça aux États-Unis, mais une très très très, très grande partie de la population qui pensent que c'est peut-être une bonne idée de voter pour des gens comme ça. Alors c'est ultra triste parce qu'on a vécu exactement ça dans les années 20-30 et on sait sur quoi ça a débouché. Alors c'est un petit peu difficile d'utiliser cet argument-là parce qu'au final c'est l'argument évident, mais c'est évidemment là où on va vers des heures très noires pour notre planète. Et ces gens-là vont rien arranger. Mais pourquoi autant de gens les plébiscitent, hein. C'est un plébiscite, c'est en train de nous submerger. Et cette fois-ci, ça ne sera pas l'Allemagne, ça sera quasiment la planète entière qui va être recouverte de régimes fascistes ou tyranniques ou totalitaires. Voilà. Il y a des nuances, hein, dont on pourrait parler, mais il y a des nuances. Et moi, je ne peux pas. Je peux pas j'ai beaucoup de mal à jeter la pierre aux gens qui votent pour ces gens-là, parce que je crois, c'est mon interprétation, je crois que ce sont des gens qui sont dans une grande détresse, qui sont des gens qui sont abandonnés. Je pense que moi, mon interprétation, et j'en parle depuis longtemps, et je suis scandalisé depuis très très longtemps par ça, et d'ailleurs c'est assez intéressant, parce que c'est ce qui scandalise Adolf Hitler au début de Mein Kampf. Moi, ce qui me scandalise, et moi j'ai l'impression que c'est effectivement un des éléments clés de toute cette histoire-là, c'est l'indigence du monde politique dans tous ces pays-là, en France, aux États-Unis, tous ces gens qui sont, y compris parmi de grands intellectuels, hein, mais qui sont souvent complètement à côté de la plaque et qui, au final, évoluent dans un système qui est centré sur leurs intérêts à eux aussi. En tout cas, un système qui est incapable de voir la réalité de ce qui se passe chez les gens qui souffrent, pourquoi ils souffrent. Et ce sont des gens, on le sent, qui sont à la solde d'intérêts qui ne sont pas du tout, dirigés vers la défense du plus grand nombre, pas du tout dirigé vers la défense des gens qui galèrent, et encore moins dirigé vers la défense des gens qui n'ont pas les capacités de se défendre, les gens qui n'ont pas forcément... Alors, on va en parler, hein, mais les gens qui n'ont pas forcément la capacité de faire des belles carrières, sans aller parler du carriérisme nécessaire dans notre société, même si on était dans une société méritocratique, ce qui n'est pas le cas.
et ce qui est dangereux aussi, hein, la méritocratie. Il faut faire très attention avec ça. Moi, j'ai plutôt une sensibilité méritocratique et voire aristocratique, mais à ma façon très particulière. Peut-être qu'il faudra qu'on en reparle. J'en ai parlé dans certains de mes écrits. Mais attention, ce sont des mots, ce sont des gros mots, tout ça. Même si on était dans une méritocratie, on n'a pas le droit ni de mépriser, ni d'écraser les gens qui n'y arrivent pas, qui n'ont pas les capacités. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, et c'est quelque chose qu'on nous a mis dans la tête dans nos éducations, hein, dans nos systèmes éducatifs, notamment en Europe, hein, les gens qui galèrent à l'école, non seulement ils galèrent, alors hormis le fait qu'il y en a plein qui galèrent alors qu'ils ont des capacités, c'est juste que le système n'est pas capable de les exploiter. Mais même s'il y avait des gens qui, dans le meilleur des systèmes, restaient sur le carreau, c'est pas une raison pour les mépriser. Pour moi, c'est encore là. Moi, je parle souvent de double peine. Il y a plein d'endroits où il y a des doubles peines. Quand on a des défaillances cérébrales, quand on a un cerveau qui ne fonctionne pas très bien, qui a des capacités très faibles, eh ben non seulement on galère parce qu'on a des capacités de réflexion, d'adaptation, même d'émotions qui sont difficiles à vivre, mais en plus, on nous méprise, et voire même, triple peine, on en profite pour nous taper dessus, pour se défouler sur nous, enfin voilà. Donc parfois c'est même une triple peine. Et ça, moi, je trouve ça monstrueux, c'est ça la monstruosité pour moi, et je pense qu'on n'a pas le droit, il n'est pas légitime de mépriser les gens qui n'y arrivent pas, de mépriser les gens qui n'ont pas les capacités qu'ils aimeraient avoir, ou même qu'ils n'aimeraient pas avoir, mais les capacités encore moins les capacités que la société leur demande d'avoir, et qui sont parfois à côté de la plaque. Aujourd'hui, nous vivons dans un système, dans des sociétés, autant en Europe qu'aux États-Unis, où on demande aux gens d'avoir de l'avidité, d'avoir le moins d'empathie possible. On le voit, hein, ce sont les personnes les moins empathiques, les personnes qui ont le moins de capacité à ressentir la douleur de l'autre qui arrive le mieux. Hein. Elon Musk en est un très très bon exemple. C'est quelqu'un qui a une pathologie, hein, qui fait qu'il ne ressent pas la douleur des autres. Et je peux d'autant mieux en parler que moi j'ai été aussi dans ces situations-là où on se retrouve à dire des horreurs à des gens alors qu'on veut les aider. Hein. Voilà, Elon Musk, c'est quelqu'un qui est allé dire à un de ses petits copains à l'école quand il avait 7-8 ans, un petit copain dont le papa venait de se suicider, et il a été capable de lui dire ce qu'a fait ton papa, c'est complètement idiot. Il faut aller écouter l'interview du père d'Elon Musk qui parle de ça, d'ailleurs, parce que c'est le père d'Elon Musk qui raconte ça, et peut-être qu'il avait raison, rationnellement. Rationnellement, le papa de ce petit garçon a fait une connerie, effectivement. Peut-être qu'il a été bête de faire ça. Mais il y a deux choses là-dedans. D'une part, on respecte infiniment quelqu'un qui met fin à ses jours, et on ne peut pas l'expliquer, moi personnellement, je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas le juger, c'est quelque chose qui me dépasse complètement. Voilà, déjà, première chose. Deuxième chose, un petit garçon qui vient de perdre son papa, c'est pas la chose à lui dire. Peut-être qu'il suffit, ce dont il avait besoin, c'est d'avoir du réconfort, d'avoir de l'amitié, voilà. Et bon, moi je veux pas taper sur Elon Musk non plus d'ailleurs, parce qu'il a sans doute lui aussi ses difficultés de vie. Mais bon, de là à monter au pinacle les personnes qui ont le moins d'empathie, les personnes qui ont le plus de facilité à écraser leurs voisins, à ne voir que leur intérêt personnel. Bon, voilà, ça c'est le malheur, c'est que ce sont les valeurs dominantes dans nos sociétés. Heureusement, ce ne sont pas les seuls. Il y a plein de gens qui défendent d'autres valeurs, beaucoup plus intéressantes. Et moi, j'ai le bonheur, et moi, c'est ce qui me tient en vie, hein, j'ai le bonheur régulièrement de rencontrer des gens, y compris des gens qui ne sont pas dans la loose, hein, y compris des gens qui sont dans des situations qui peuvent être enviables, et qui ne sont pas complètement cons, et qui ont envie de porter des valeurs d'altruisme, des valeurs... Alors, c'est compliqué, parce que là, je vais utiliser des mots aussi qui sont des raccourcis, des valeurs... Mais l'empathie, c'est très bien l'empathie. Mais bon, on a une éducation qui fait que beaucoup de gens, et je suis sans doute encore parfois dans ce cas-là, beaucoup de gens ont l'impression d'être des gens bons. J'aime bien cette expression, les gens bons.
pas forcément tant que ça, hein. Quand on a l'impression d'être quelqu'un de formidable, de formidablement équilibré, de formidablement généreux, et de formidablement formidable, c'est sans doute qu'il y a un petit problème quelque part, quoi. Les gens qui sont vraiment, qui sont vraiment, il n'y a pas de gens qui sont vraiment d'ailleurs. Les gens qui sont un petit peu dans l'équilibre, je pense qu'ils sont très déséquilibrés justement dans cet équilibre, dans la recherche de l'équilibre. Je ne sais pas, mais et qui ont un petit peu d'humilité et qui cherchent sincèrement en tout cas à trouver de l'équilibre, peut-être de la vérité, peut-être de l'échange, peut-être du progrès. Ces gens-là, ils sont forcément dans le doute, hein, dans l'intelligence, la recherche de l'intelligence, voilà, de la sagesse, de la philosophie. Ce sont des gens qui sont dans le doute et c'est pas du tout ce qu'on valorise aujourd'hui. Et beaucoup de ces gens-là, qui sont des gens exceptionnels, et j'en rencontre régulièrement aussi, je ne rencontre pas que des gens qui ont réussi, et beaucoup de ces gens exceptionnels sont piétinés et ont une vie et mériteraient beaucoup mieux que la vie qu'ils sont en train de vivre. Alors après, c'est compliqué, hein, parce que mettez une cuillère en argent dans la bouche d'un enfant et vous en ferez un con, hein, et si vous n'aviez pas fait ça, peut-être que ça serait devenu un artiste merveilleux ou une personne merveilleuse. Donc tout ça, il n'y a pas de règles, de solutions miracles à tout ça. Alors je parle de tout ça, je pars un petit peu dans tous les sens, volontairement, parce qu'il y a une chose qui est centrale, moi, dans ma croyance, en fait, finalement, c'est peut-être aussi une croyance, dans ce en quoi je crois. Il y a une chose qui est centrale, c'est la complexité du monde. Voilà. Et ces gens-là, ces tyrans, ces fascistes, ces totalitaires, sont dans l'idée qu'on peut simplifier le monde. Et ça, c'est une erreur absolument mortelle. C'est une erreur absolument mortelle, parce que c'est une erreur qui mène à la destruction de l'environnement. C'est ce qui mène le capitalisme à la destruction de l'environnement. On croit que pour on croit que pour mieux faire pousser une culture, il suffit de l'asperger abondamment d'insecticides, comme ça il n'y aura pas d'insectes qui viendront manger les cultures, et on pense que ça va marcher. Voilà, c'est à la fois très naïf, très bête et très inefficace, et c'est voué à l'échec. Alors ce qui est voué à l'échec, c'est de rejeter la complexité, justement. Il y a beaucoup de penseurs qui réfléchissent à ça. Moi, je suis un grand admirateur d'Edgar Morin, qui réfléchit beaucoup à ça, et très bien, parce qu'il structure très bien sa réflexion sur la complexité, et sur l'émergence d'ailleurs aussi. Qu'est-ce qui naît de la complexité? Ça, c'est très beau chez Edgar Morin. Donc si vous avez l'occasion, vous pouvez lire La Méthode. C'est un peu impressionnant parce que c'est en 7-8 volumes. Alors peut-être qu'il faut un petit peu de... Peut-être que j'en reparlerai d'ailleurs, mais peut-être qu'il faut un petit peu de culture scientifique. Peut-être. Mais ça reste quand même une œuvre qui est écrite, je crois, avec les mots de tout le monde, et avec un peu de passion et avec un peu de passion, je pense que tout le monde peut y rentrer et en retirer beaucoup de choses, beaucoup de questions, beaucoup d'enseignements aussi. C'est très intéressant, c'est très nourri de plein de sujets philosophiques et scientifiques, notamment autour de la complexité. Et donc ça c'est très important. Et alors pourquoi? Moi, la question que je voulais me poser ici, c'est pourquoi est-ce qu'on laisse la place à ces brutes? En fait, on laisse la place à des brutes. Et à plein de niveaux dans la société. Il n'y a pas que les présidents de la République qui se font élire comme ça, avec des rhétoriques simplistes et en flattant les bas instincts et les frustrations et la misère des gens, hein. Et bon, ces gens-là, ces gens-là, ils réussissent. Et pourquoi est-ce qu'on les laisse faire? Pourquoi on leur laisse la place? On leur laisse la place, que ce soit dans les entreprises, dans les administrations aussi,
Parfois, on leur donne la place volontairement, parfois d'autres personnes leur laissent la place. Pourquoi on les laisse faire? On les laisse pas faire parce qu'on est des victimes et parce qu'on... moi, je pense pas que c'est pas parce qu'on est des victimes, mais parce qu'ils ont gagné depuis longtemps. Moi, j'ai aussi cette tendance-là à me dire, ils ont gagné depuis longtemps, ils sont en train de construire leur hégémonie, leur domination depuis l'aube du capitalisme, depuis le XVIIe siècle, le XVIe ou le XVIIe siècle, ils construisent ça, et ce sont des empires, ce sont des connaissances aussi, des connaissances des arcanes du pouvoir, des mécanismes du pouvoir, de la propagande, de la domination, de la psychologie. Ce sont des gens qui malgré leur brutalité, ont des notions solides en psychologie. Il y a aussi des gens qui travaillent pour eux, des sociologues, des philosophes, des scientifiques qui travaillent pour eux, pour leur donner des... Voilà, donc il y a tout un travail qui est fait depuis des siècles, effectivement, et donc on peut se sentir submergé par ça, sauf qu'ils n'ont pas encore gagné, et c'est pas gagné pour eux. C'est toujours pas gagné, parce que c'est compliqué. Ils se battent aussi contre des résistances qui sont très fortes. Il faut savoir qu'on est 8 milliards sur cette planète, c'est très fort, le nombre, en fait. Faut pas le négliger, ça. Le nombre, c'est très fort. Et ils le savent très bien. Et ils savent très bien que l'enjeu du XXe siècle, pour moi, ça a été la domination des masses. Ils cherchent des moyens industriels de dominer les masses. Ils savent que par des moyens purement industriels, ça va être compliqué, ça va pas bien marcher. Donc ils sont en train d'essayer de mettre en place des systèmes... alors ils ont essayé de mettre en place depuis 40-50 ans des systèmes d'illusion, des systèmes qui font illusion, où on croit qu'on est dans un système équilibré, libéral dans le bon sens du terme, qui défend les libertés individuelles, les libertés de chacun, les libertés de culte, etc., de pensée, la multiplication des cultures, les possibilités de multiplier les curiosités, de s'instruire. Mais à côté de ça, on voit très très bien que tous les systèmes éducatifs sont laminés, sont détruits consciencieusement depuis 40-50 ans au moins. On voit très bien qu'il y a une entreprise d'abrutissement des populations. On voit très bien qu'à côté de tout ça, il y a des entreprises de domination de plus en plus manifestes aussi, mais qui se basent, et ça c'est très 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 grave, ce qui se base sur l'abrutissement des gens et sur le sabotage de tous les systèmes éducatifs, culturels, voilà, où l'instruction populaire voilà, est complètement laminée. Et on fait en sorte que les gens aient de moins en moins et le moins possible d'outils pour ouvrir les yeux. Voilà. Pour ouvrir les yeux, pour prendre leur vie en main, pour agir conformément à leur cœur, parce que ça, quand même, c'est quelque chose que je voudrais dire aussi. L'écrasante majorité des gens ont du cœur, et ça, c'est le plus important. C'est le plus important dans la vie, d'écouter son cœur. Alors évidemment, là non plus, c'est pas si simple. Les choses ne sont pas si simples. Écouter son cœur, parfois, ça nous fait faire aussi des conneries. Mais il faut savoir l'écouter, il faut savoir faire la part des choses. Et il faut savoir arriver à comprendre ce qu'on est, ce qu'on veut. Parfois, on veut des choses qui sont détestables et on regrettera plus tard de les avoir voulues et éventuellement même de les avoir mises en œuvre. C'est l'expérience qui permet ça. Et effectivement, il faut parfois faire des erreurs. Donc, voilà, les choses sont toujours plus compliquées qu'on ne peut l'exprimer par quelques mots comme ça, en quelques minutes ou quelques dizaines de minutes dans ces vidéos que j'essaye de garder relativement courtes. Alors j'espère que je vais réussir à les multiplier, à développer tout ça. C'est mon projet, c'est ce que je cherche à faire. C'est compliqué parce que c'est difficile. Alors je ne sais pas si c'est ici qu'il faut que j'en parle, mais... Bon, c'est difficile, voilà. C'est difficile dans cette vie d'avoir du temps, d'avoir de l'énergie. Moi, j'ai fait le choix de travailler, d'avoir un vrai travail, comme on dit, de travailler pour quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas, de gagner mon argent comme ça et d'être complètement indépendant dans ce que je fais, que ce soit artistique ou dans voilà, ce genre de choses.
voilà, moi ce que je veux, c'est être totalement indépendant là-dedans et de ne plus jamais chercher à faire de l'argent avec mon art ou avec ma créativité. Donc voilà pour ce qui est d'une petite, une petite digression sur moi. Je vais m'autoriser, à partir de maintenant, je ne me le suis pas autorisé jusqu'à présent, je vais m'autoriser à vous parler un petit peu de moi aussi, parce que je pense que ça fait aussi partie du projet, et puis j'arriverai pas à transmettre mes idées sans parler de moi un petit peu. Alors ça fait un petit peu peur parce que moi je veux pas être dans la victimisation, et comme beaucoup de gens, moi je suis un petit peu là-dedans, j'ai un peu l'impression d'être une victime de plein de choses. J'ai été très en colère pendant longtemps parce que j'avais l'impression de m'être vraiment fait avoir par la vie, et j'ai fait vraiment, alors j'allais dire des très mauvais choix. Il y a des gens qui font des choix bien pires que ceux que j'ai faits, et ils n'ont pas été vraiment si catastrophique que ça et si délétère que ça, mais moi j'estime que je me suis largement planté plusieurs fois dans ma vie, c'est-à-dire vraiment planté au moins 3 fois dans ma vie, voilà, dans des domaines différents, mais notamment dans le domaine des études et de la vie professionnelle et même artistique. Peut-être que je vous en parlerai à un moment donné. C'est difficile pour moi d'en parler parce que c'est difficile d'en parler sans me mettre dans une situation de victime, et en même temps, je ne veux pas occulter le mal que certaines personnes m'ont fait. Et voilà, donc peut-être que j'en parlerai. Bon, enfin voilà, j'espère que je trouverai les mots et que je serai satisfait. Voilà, c'est tout l'enjeu de ces vidéos d'ailleurs, de trouver dans une presque totale improvisation, de trouver les bons mots. Voilà, l'essence de ces vidéos, c'est ça. Moi, c'est ce que je veux faire. Je suis quelqu'un aussi qui a eu l'impression j'ai eu l'impression que je perdais la mémoire depuis. Alors, ça fait longtemps que je suis devenu très fatigué. J'étais un jeune homme hyperactif, explosif, infernal et insupportable. Et puis je suis devenu quelqu'un de très fatigué, et dès la vingtaine, hein, bon, comme par hasard au moment, alors là je vais faire ma victime un petit peu, mais je ne savais pas si c'était parce que je faisais beaucoup la fête à cette époque-là, ou parce que j'étais en classe prépa et que c'était, que enfin, j'ai fait beaucoup la fête quand j'étais au lycée, beaucoup d'excès. Ensuite, j'ai été en classe prépa où j'ai été con pendant au moins 3 ans. Je dormais jamais plus de 5 heures par nuit pour pouvoir fournir le boulot, quoi. Et puis, depuis cette époque-là, comme par hasard, ma mémoire est beaucoup moins bonne, et j'ai des problèmes de fatigue qui sont très difficiles à surmonter. Mais bon, ça vient peut-être pas de là. Voilà, la vie elle est multifactorielle, donc c'est difficile de pointer. Voilà, je me suis dit ah ouais, s'il faut, je me suis fait vraiment avoir par mes études, et en plus ils m'ont bousillé la santé, quoi. Bon voilà, c'est le côté un petit peu parano qu'on peut tous avoir, mais c'est une hypothèse aussi. Moi, ça me fait du bien de l'évoquer aussi, parce que ce sont quand même des systèmes éducatifs qui, à mon avis, peuvent être destructifs. Et d'ailleurs, j'ai des copains qui ont été véritablement détruits sur le plan de la santé, hein, par ces études-là, hein. Moi, j'ai un copain qui a perdu complètement le sommeil et qui a mis des années et des années à s'en remettre, hein. Ça a été 10 ans de combat pour retrouver une heure de sommeil, quoi. Ça a été, enfin, je vous laisse imaginer. Voilà, et donc dans ces vidéos, je ne vais pas m'interdire ce genre de digression. Voilà, je ne veux pas faire quelque chose de construit, de structuré. Alors j'essaye de garder une idée dans chaque vidéo, mais voilà, je m'autorise ça, et je pense que c'est super important de sortir de tous les schémas de construction narrative, de tous les schémas de construction de personnages aussi. Voilà, moi j'ai été comédien pendant très longtemps. J'ai été un petit peu, j'ai beaucoup. Alors je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, parfois trop, et je réfléchissais trop pour être vraiment un bon comédien, mais voilà, je veux plus jouer de personnages. En tout cas, enfin voilà, comment on fait pour ne non, j'adorerais redevenir comédien et jouer des personnages justement sur scène ou dans des films. Mais dans la vie, moi, l'art du comédien m'a toujours servi
à débusquer là où je me mets à jouer la comédie. Alors, je ne prétends pas être quelqu'un de particulièrement sincère, hein, moi. Le maximum de sincérité que je peux exprimer dans la vie, c'est de me taire finalement. Hein, la plupart, je suis devenu quelqu'un d'assez taiseux, hein, parce que je me suis aperçu que la plupart du temps, quand j'ouvrais la bouche, c'était pour essayer de me faire valoir et de ramener ma fraise sur des choses souvent que je connaissais très mal. Donc je suis devenu quelqu'un, il y a maintenant pas mal de temps, de très taiseux, et ben, j'ai envie de prendre la parole dans ces vidéos. Voilà. Et ces vidéos, j'essaye de ne pas jouer un personnage, justement. Voilà. Et ça, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de ne pas se retrouver dans une situation où on va se valoriser, en fait. Voilà, parce que voilà, et puis ces réseaux sociaux, ils sont faits pour ça en fait. Hein. Ce sont des miroirs ô mon miroir, décuplés, exponentiels. Ce sont des miroirs à égaux, hein, exponentiels, quoi. Ce sont des miroirs de miroirs de miroirs, ultra grossissants, où on peut regarder le nombril de façon très très diverse et variée, de façon très très puissante. Et c'est rigolo, moi j'aime bien que j'en sois venu à me dire que c'est là où il faut que je m'exprime justement sur les réseaux sociaux. Moi je me suis dit que c'était là, effectivement, il faut que je pose mes petits cailloux dans un coin et que voilà, que je les pose là. C'est une façon de s'éditer en fait. C'est de l'auto-édition, hein, voilà, poser une vidéo sur YouTube ou sur une autre plateforme. Et puis, elle est disponible et quelqu'un qui veut aller la voir peut aller la voir. Voilà, c'est tout ce que je suis en train de faire. Et je fais la même chose avec mes livres. Enfin, j'aimerais, si j'arrivais à me remettre à écrire, hein, ça fait 4 ou 5 ans que j'arrive, j'ai plus écrit une seule ligne, mais si j'y arrive, moi, mon idéal, c'est d'écrire mes livres, de les éditer, c'est-à-dire qu'ils soient accessibles à quelqu'un, donc ça peut être de l'auto-édition, et que voilà, quelqu'un qui un jour s'y intéresse peut le trouver, ou quelqu'un à qui j'en parle, je peux lui donner le livre, parce que pour moi, que ce soit un objet, c'est aussi quelque chose d'important, peut-être qu'on en parlera un de ces jours. Donc voilà, donc tout ça pour parler un petit peu de l'état d'esprit dans lequel je fais tout ça, et ça explique aussi pourquoi je m'autorise la digression. Voilà, je veux absolument être euh, dans, dans la dans l'improvisation, voilà. Et ça passe par la digression, et moi c'est quelque chose, à chaque fois que j'ai attrapé des idées que j'ai aimées, c'était des idées qui me venaient dans mes pensées, dans des digressions, justement. Et je pense que c'est là où on trouve des choses, justement. Alors je prétends pas trouver des solutions ou des idées ou des concepts, mais moi j'ai envie de trouver comment exprimer ce en quoi je crois, ce que j'ai au fond de moi, qui est un petit peu compliqué à exprimer parce que c'est très 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 loin, ça me paraît très 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 loin de ce qu'on vit. Mais j'ai quand même envie de parler de politique, j'ai envie de parler de système, d'organisation sociale. Moi j'ai des intuitions qui me paraissent étranges, hein, parce qu'elles sont très dangereuses, mais justement je voulais en parler ce soir là. Alors c'est pas des intuitions là, c'est des convictions. Moi je pense que on fait une grave erreur, les démocrates, les sociodémocrates notamment, on fait une grave erreur en se laissant faire. Et je vais essayer de le dire le plus simplement possible, ou plutôt je vais m'autoriser à le dire le plus simplement possible. On fait une grave erreur en voulant être gentil. Alors je parlais d'empathie tout à l'heure, ça n'empêche pas d'être impartial, intraitable, impitoyable. Moi j'aimerais une république démocratique, c'est-à-dire que pour moi la démocratie c'est un système qui au final va permettre au peuple de donner son dernier mot le jour où il n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Voilà. Bon, moi ce que j'aimerais dans une démocratie, dans une sociodémocratie, c'est qu'on soit capable d'être infiniment bienveillant et impitoyable. Okay, et à mon avis, il faut les deux. Alors qu'on est dans une espèce d'idéologie là, à gauche, d'où on n'arrive pas vraiment à sortir. Alors il y a des gens qui ne sont pas là-dedans, attention, je ne dis pas que toute la gauche est là-dedans,
Mais on est quand même dans une idéologie où il faut qu'on soit des gentils, quoi. Il faut qu'on soit des gens bien. Alors le pire, excusez-moi, les profs, hein, mais les profs qui ont leur petit confort. Alors moi, j'aime les profs, hein, excusez-moi, je vais être critique, mais de temps en temps, j'en rencontre quelques-uns qui sont des caricatures d'eux-mêmes, qui sont dans leur confort et dans leurs petites convictions et qui ont l'impression d'être les gens les plus équilibrés, les plus gentils du monde. Et c'est peut-être même vrai d'ailleurs, mais ça suffit pas pour faire une société. Et puis ça marche pas. Et puis moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour être gentil avec des gens qui cherchent à nous écraser. Moi j'ai besoin, je souhaite, j'appelle un État fort et infiniment fort et qui impose ses valeurs. Qu'on définisse nos valeurs. Moi mes valeurs elles sont assez claires, elles sont diverses et multiples. Il faudra en parler, mais faudrait qu'on se mette d'accord sur nos valeurs, mais on a commencé à en définir quelques-unes avec les droits de l'homme quand même. Il faut pas complètement jeter le bébé avec l'eau du bain. On a commencé à en parler, à les concrétiser dans des textes, nos valeurs. Et il faut continuer et il faut être capable de les défendre, y compris les armes à la main. La non-violence, j'y crois pas une seule seconde face à des connards comme Trump et compagnie. Ça marche pas. Il faut une société démocratique, bienveillante et intraitable. Il faut rétablir la peine de mort, par exemple. Moi, je crois fermement qu'un État sans la peine de mort, il n'est pas crédible. Mais attention, la peine de mort pour les crimes de sang, moi, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Alors, faudra qu'on en reparle, mais moi, je veux la peine de mort pour les crimes politiques, pour le détournement d'argent, pour l'abus de faiblesse. D'abord pour les législateurs. Je veux que ce soit d'abord les législateurs qui risquent le maximum. Le détournement de l'argent public, l'enrichissement personnel en utilisant son pouvoir politique, ça devrait être puni par la peine capitale. Le jour où on aura un système qui instaure ça, on pourra commencer à faire confiance en la politique. On pourra commencer. Alors, je ne veux pas me mettre à argumenter là-dessus, je les entends les arguments. Mais bon, c'est très très louche cette histoire-là, qu'il se soit battu pour l'abolition de la peine de mort là, dans les années 80. Moi je trouve ça très 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 louche et je pense qu'il y a pas mal de gens qui commençaient à sentir qu'un jour ou l'autre ça risquerait de leur tomber dessus parce qu'il faut que ça leur tombe dessus. Le crime ultime pour moi c'est le crime contre la société. C'est pas le crime de sang, c'est même pas le viol, on va en reparler. Pour moi, le viol mérite la peine de mort. Et on doit instaurer la peine de mort pour le viol, que ce soit sur mineur ou sur majeur. C'est le crime de chair, le crime physique, le plus abominable en fait. Voilà. Et pour moi, c'est le seul pour lequel il est clair qu'il faudrait également réinstaurer la peine de mort pour des crimes qui peuvent être des crimes passionnel, voilà. Mais pour le crime politique, ça fait aucun doute. Il faut un État fort. Et c'est pas parce qu'on est démocrate, c'est pas parce qu'on est social-démocrate, c'est pas parce qu'on veut défendre le plus faible qu'il faut qu'on soit faible. Au contraire, si on veut défendre le plus faible, il faut qu'on se batte contre les plus forts. Il faut arrêter de leur laisser les clés de la maison, de leur faire le ménage, de leur amener de la bouffe et de leur masser le dos. Il faut arrêter. Il faut terroriser les fascistes. Les gens qui veulent écraser les autres, il faut les écraser. Okay ? Bon, après la peine de mort, c'est tout un débat, effectivement. Le problème de la peine de mort, on peut en parler, le problème de la peine de mort, c'est c'est le problème de la preuve. Si on n'a pas la preuve du crime, c'est compliqué de condamner quelqu'un à mort. Et on s'aperçoit, là, justement, quand on commence à réfléchir à ça, c'est l'argument principal de Robert Badinter dans son réquisitoire contre la peine de mort, justement. Et c'est le seul argument qui tient vraiment la route et qui est, voilà, c'est vraiment déplorable. Mais on est dans un système judiciaire où on a très rarement la preuve de la culpabilité. Je me demande même si on l'a jamais. Peut-être même qu'on n'a jamais la preuve vraiment indéniable que quelqu'un est coupable d'un crime.
Et la plupart du temps, le crime est démontré par le témoignage, par la convergence des témoignages. Mais le problème, c'est que le témoignage, enfin, c'est pas une preuve, ce ne sont que des témoignages. Et condamner quelqu'un à mort, surtout pour des crimes politiques sur la base de témoignages, c'est très dangereux, quoi, parce qu'il suffit qu'il y ait des coalitions suffisamment bien ficelées pour qu'il y ait des gens très très bien qui se fassent avoir, et ça arrivera. Mais bon, alors ça, on a un vrai problème, c'est quasiment un problème ontologique, hein, sur la justice. Comment on prouve que quelqu'un a commis tel acte? Et ça met voilà, ça met en question la vérité et la réalité, nos rapports avec la vérité, avec la réalité. Donc c'est très compliqué, ça j'en suis conscient. Des gens comme Robert Badinter ont préféré jeter l'éponge et dire on n'est pas capable d'apporter la preuve, et même philosophiquement, il n'est pas possible d'apporter une preuve irréfutable de la culpabilité de quelqu'un sur un acte même simple. Donc, et on pourra toujours monter des machinations qui nous feront croire à cette preuve-là. Donc il faut éliminer, en l'occurrence, la peine de mort. Moi, je pense qu'on ne peut pas. On n'a pas le choix. Il faut qu'on s'impose. Et je pense que ça passe par là. Alors comment... il y a peut-être... faut réfléchir à des solutions. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à des solutions, notamment technologiques, hein, pour arriver à améliorer la preuve. Alors, il y a aussi quelque chose qui est symptomatique. Moi, pendant longtemps, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a autant de séries policières à la télé? Des heures et des heures. Moi, j'ai mes parents qui passaient des heures et des heures devant des épisodes et des épisodes, quasiment copier-coller les uns derrière les autres, de séries policières où tu as quelqu'un qui mène une enquête, qui trouve des indices, des preuves, et qui comment on dit, qui trouve le coupable et voilà, qui piège le coupable. Et j'étais toujours étonné de la profusion, quoi, de ce genre de programme. Et ça, pour moi, ça a alors peut-être que ça procède d'une frustration, ou peut-être même d'une manipulation. Ça essaye de nous faire croire que la preuve existe, en fait, qu'on peut trouver qui est le coupable, si on a un inspecteur suffisamment loquace, suffisamment malin, suffisamment exceptionnel, il va trouver les preuves, ou scientifiques, hein, tout ce qui est police scientifique, etc. Il y a énormément de séries policières sur ces sujets-là. Alors que quand on s'intéresse un petit peu au système judiciaire réel, on s'aperçoit que la preuve est très 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 difficile à établir et qu'elle est quasiment jamais établie. Et puis même la preuve génétique, hein, le crime, enfin si on le crime parfait, j'en sais rien, c'est peut-être pas le crime parfait, mais c'est déjà arrivé pour confondre. Enfin, il suffit de voler le préservatif plein dans la poubelle d'un voisin pour le faire condamner à mort pour le viol de l'autre voisine. Voilà. De perpétrer le meurtre et puis voilà, remplir la scène de matériel génétique d'une autre personne. Donc, la conclusion à ça, c'est qu'il faut développer au maximum les systèmes d'établissement de la preuve. Il faut y mettre beaucoup de moyens. Et malheureusement, ça va aussi passer par le développement des systèmes de surveillance. Et peut-être qu'on va être obligé de passer à un moment donné par des systèmes de surveillance généralisés. Et j'en suis venu à la conclusion que peut-être qu'il va falloir réfléchir à utiliser les armes des fascistes contre les fascistes pour défendre une autre vision de la société, de l'espèce humaine, de notre développement, de nos interactions, de nos vies. Et moi, je trouve que ça pourrait être une bonne idée, il faudrait en tout cas y réfléchir. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre à utiliser, arrêter d'avoir peur de ces... Déjà,
Je parle de la peine de mort, c'est déjà une chose, hein. Mais derrière, ensuite, moi j'aimerais bien parler des systèmes de surveillance totale des citoyens. Peut-être qu'il va falloir qu'on réfléchisse vraiment à comment est-ce qu'on pourrait surveiller tout le monde pour qu'à un moment donné, on puisse mettre sous le nez de telle personne, mais regarde, à ce moment-là, tu as fait ça, ça a été certifié par tel système, voilà. Et aujourd'hui, on commence à avoir les moyens, à entrevoir des solutions techniques pour pouvoir surveiller tout le monde sans que personne regarde, sans que personne ait accès à cette surveillance. Aucun humain n'ait accès à cette surveillance jusqu'au jour où, suite à une plainte, suite à une disparition, suite à une enquête, jusqu'au jour où on ait besoin d'aller voir à tel moment qu'est-ce qui s'est passé à tel endroit. Voire même dans l'esprit ou dans l'œil de telle ou telle personne. On commence à avoir les moyens avec la crypto, avec la captation d'images de plus en plus facile, avec des solutions technologiques de plus en plus puissantes. Voilà. Alors ça soulève des défis, hein, la surveillance générale, hein, heureusement, c'est pas quelque chose qui est facile. Pour le moment, c'est entre les mains, globalement, c'est entre les mains de salopards, hein, donc, et ça risque de tomber entre les mains de plus en plus de salopards, donc il faut qu'on fasse très très attention, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais moi, je garde espoir de monter, de mettre en place une société, un État fort. Alors, je n'ai pas la solution, hein, mais un État fort qui ait des outils extrêmement puissants pour surveiller et pour punir. Et je pense qu'il faut. Je pense qu'on ne pourra pas en faire l'économie, on ne peut pas se mettre entre les mains de ces salopards qui prennent le pouvoir, qui prennent de plus en plus de pouvoir économique et politique. Il ne faut pas qu'on se laisse faire, il faut qu'on arrête. On est en guerre, les gars, on est en guerre. Il va falloir le reconnaître, il va falloir arrêter de se morfondre chacun chez nous. Moi le premier, hein. Moi j'ai aucun pouvoir sur quoi que ce soit, je suis tout seul dans mon grenier en train de parler devant un téléphone. C'est absolument ridicule, c'est absolument absurde. J'ai fait le choix de me dire que c'est pas grave si c'est absurde et si je suis tout seul, c'est pas grave. J'ai besoin de parler, donc je parle, je m'enregistre et je le publie. Mais les gars, on est en guerre, il va falloir qu'on arrive à la gagner, cette guerre. On a besoin de la gagner. On a besoin de la gagner pour l'esprit humain, en l'honneur de l'esprit humain. Parce que c'est pas rien l'esprit humain. L'être humain, c'est pas rien. C'est un être qui est beaucoup trop fier de lui, la plupart du temps, qui se sent beaucoup trop supérieur par rapport à la réalité, mais c'est quand même une aventure extraordinaire et qui mériterait d'aller un petit peu plus loin, mais pas dans le sens où on a l'impression qu'on va aujourd'hui. Moi je suis quelqu'un, ça aussi je voulais le dire dans cette vidéo, je suis quelqu'un d'extrêmement pessimiste, je pense qu'il n'y a aucune solution, là j'étais en train de vous parler de ce que j'entrevoyais, mais je pense qu'il n'y a aucune solution, je pense qu'on va droit dans le mur et qu'on va se le prendre de plein fouet et qu'on va disparaître tout simplement de la surface de la planète. Je pense qu'il y a quand même aujourd'hui, l'espoir que j'ai, c'est qu'on va pas réussir à détruire complètement la vie et donc en quelques millions d'années, la vie va se réinstaller très très bien sur cette planète et que voilà, il y aura juste plus d'êtres humains et ça repartira et peut-être il y aura plus jamais de créatures intelligentes sur cette planète et peut-être que ça sera pas plus mal d'ailleurs. Donc moi, j'ai absolument, à mon avis, je pense qu'il y a aucun espoir. Je suis totalement désespéré par rapport à ça. On n'arrivera jamais à voir qu'on est en train de courir vers le mur du fond d'un cul-de-sac, le cul-de-sac de notre évolution. Et on ne voit pas, on n'est pas capable de voir. Tout ce qu'on sait faire, c'est courir le plus vite possible, rajouter des moteurs, rajouter des turboréacteurs, balancer des projectiles pour essayer de bousiller le mur du fond. Mais on ne voit pas que ce mur du fond, il fait 10 000 km d'épaisseur et qu'il ne bougera pas d'un micromètre quand on arrivera à se fracasser la gueule dessus. Il ne bougera pas d'un micromètre, j'en ai la conviction. Oui, on va se le prendre dans la gueule. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas capable de voir qu'il suffirait de déployer nos ailes pour passer au-dessus. Et ça, j'en ai la conviction aussi. L'être humain, il a des ailes qu'il ne sait pas utiliser. Ces ailes, c'est son cerveau, c'est son esprit. Et on ne sait pas l'utiliser et on refuse de l'utiliser. Moi, je n'ai pas arrêté de
Alors, j'ai côtoyé des gens très bien qui essayaient d'utiliser leur cervelle du mieux qu'ils pouvaient et qui étaient ravis de pouvoir l'utiliser d'ailleurs, des gens qui étaient dans la curiosité, dans la rencontre de l'autre, etc. Mais j'ai rencontré beaucoup de gens, et comme par hasard, souvent à des postes à responsabilité, qui refusaient l'esprit, qui refusait la réflexion, qui pensait que c'était de la perte de temps, qui pensait qu'il fallait pas trop réfléchir, que c'était néfaste de trop réfléchir. Alors, dans certaines situations, je suis d'accord, il ne faut pas être tout le temps en train de réfléchir. Et je vous l'ai dit, j'ai moi-même le défaut parfois d'un peu trop réfléchir, mais on peut apprendre à moins réfléchir dans les moments où il est bon de mettre un petit peu son cerveau en pause. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut bannir la réflexion, l'intelligence, la sagesse, allez, disons le mot, voilà. La recherche de la sagesse, en tout cas. Donc, moi, je crois en la puissance de l'esprit. Bon. Mais cet esprit, il est laminé au bazooka par des grosses brutes qui savent très bien que cet esprit, ils peuvent le maintenir sous l'eau pendant autant de temps qu'ils veulent, voire même le noyer complètement. Alors jamais complètement, mais bon, si l'esprit humain il est noyé pendant 2 ou 3 siècles, ils auront largement le temps de faire ce qu'ils ont envie de faire. Bon, sauf ceux qui ne voient pas, c'est que tout va leur péter à la gueule avant qu'ils aient le temps de dire ouf. Mais bon, ils ont la puissance, la puissance de feu pour nous éclater la gueule, pour nous maintenir la tête sous l'eau, hein, pour nous maintenir à la marge. Hein, à la marge de ce monde. On est à la marge, on est plein de gens à être à la marge de ce monde. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se laisser faire. Il faut pas se laisser faire. On est en guerre. Il va falloir l'accepter. Il va falloir ouvrir les yeux là-dessus. C'est une guerre qui est très compliquée parce que c'est pas une guerre qui est frontale. Presque pas. Il y a quand même pas mal de choses qui sont frontales. Je suis désolé, il y a des choses qui crèvent les yeux. La destruction totale de toute forme d'instruction publique, ça c'est très clair. Et il va falloir d'ailleurs, là aussi c'est le troisième point dont je voulais parler ici, il va falloir un jour, il y a un crime contre l'humanité hein, qu'on a mis en place, il y a eu un Nuremberg du crime contre l'humanité, et je pense qu'il y a un crime contre l'intelligence aussi, un crime contre l'esprit humain. Il faudra mettre en place un crime il faudra légiférer là-dessus, hein, un crime contre l'intelligence, contre l'esprit humain, contre la pensée humaine. Et il faudra faire le procès de gens. Il faudra le Nuremberg de l'esprit humain, de l'intelligence, de la pensée. Et il faudra sortir de cette idéologie aussi qui voudrait que la justice ne soit jamais rétroactive. Alors excusez-moi les petits gars, hein, mais la justice, elle n'est jamais rétroactive, sauf quand ce sont les salopards qui décident. Eux, ils savent être rétroactifs. Et ça aussi, il faut savoir, même si on croit être les gentils, même si on a envie d'être gentils, d'être tous dans la gentillesse, dans la douceur, dans l'amour, etc. Il faut savoir être rétroactif, changer ce tabou de la justice. Les meurtriers de la pensée humaine du passé, il va falloir les mettre dans le box de l'accusé. Il va falloir un Nuremberg de la pensée humaine, et ça il va falloir le faire. Il va falloir faire le ménage un jour. Je suis désolé, mais il y a un moment donné, on nous attaque, il va falloir qu'on se défende. Et on ne va pas se défendre avec des argumentaires, on ne va pas se défendre avec des débats télévisés, on ne va pas se défendre avec des livres de philosophie, on ne va pas se défendre avec, des débats. On va se défendre en prenant le pouvoir. Et je suis désolé, mais les gens de bonne volonté, les gens qui savent vraiment, enfin non, on ne sait jamais vraiment, mais les gens qui défendent l'intelligence et la pensée, ils ont les moyens de prendre le pouvoir et de gagner beaucoup de pouvoir. Il suffit qu'ils arrêtent de le donner aux brutes. Il faut arrêter de donner nos connaissances, notamment scientifiques, aux brutes. Et il faut qu'on construise nos propres armes et qu'on leur dégomme la gueule. Voilà ce que je voulais dire ce soir.
Je vous remercie. Si vous m'avez écouté jusque-là, écoutez, bravo. J'aurais aimé développer un petit peu plus tout ça. J'espère que j'ai laissé entrevoir un petit peu ce dont je voulais vous parler. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre derrière. J'espère secrètement avoir l'impulse de faire des vidéos qui vont développer un petit peu ces différents points. Et puis je pense continuer à parler de choses que j'aime aussi, hein. J'ai commencé ces vidéos, si vous avez regardé les autres vidéos, en parlant de films, de livres que j'ai aimés et que j'avais envie de vous faire partager. Je pense que je vais continuer ça aussi. J'espère que je vais trouver l'énergie. Alors c'est pas tant une question de temps. Alors évidemment, on n'a pas beaucoup de temps quand on travaille toute la journée et qu'on a 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour. Mais je ne vais pas me plaindre. Moi, j'ai la chance d'avoir un métier, de gagner correctement ma vie, de pouvoir vivre dans une maison que j'adore, dans un village que j'adore aussi d'ailleurs. J'ai beaucoup de chance. Moi, je suis pas là pour me plaindre. J'ai beaucoup de chance dans ma vie, même si j'ai essuyé des échecs cuisants. Et voilà, on en reparlera, je pense. Et peut-être je vais faire une vidéo où je vais me donner le droit de me plaindre un petit peu. Je sais pas, c'est compliqué de se plaindre, hein, parce que bon, moi, j'ai pas le droit de me plaindre. Enfin, moi, pour de vrai, j'ai énormément de chance. Mais peut-être que je vous en parlerai d'ailleurs de ça, parce que moi, je suis quelqu'un d'infiniment malheureux, et je suis quelqu'un qui a eu une chance de dingue dans ma vie. J'ai vécu des trucs, je vous assure, les gars et les filles. Merci, quoi. Merci la vie. Ça a été... Bon, c'est pas fini, hein. Moi, j'ai la crise de la cinquantaine, j'ai l'impression que c'est fini, qu'il n'y a plus rien, que, voilà, que j'ai vécu le meilleur et que tout ça est fini. Mais vous voyez, j'ai encore la force d'en rire, donc il y a encore de l'espoir, mais oui, voilà. Enfin, je voulais dire ça quand même. Ouais, je voulais dire ça, moi. Et peut-être que je ferai une vidéo vraiment là-dessus où je vous parlerai un petit peu de moi et pourquoi. Alors, je vous raconterai pas tout, hein, mais moi, je suis quelqu'un qui me plaint beaucoup, qui a l'impression d'avoir vraiment pas eu de chance dans ma vie, alors que j'ai énormément de chance, mais vraiment, quoi. Objectivement, voilà, j'ai énormément de chance. Je vis confortablement. C'est incroyable d'avoir la chance de ça, voilà, et d'être bien entouré. Mais ça ne m'empêche pas d'être complètement déprimé. Alors je pense pas être dépressif, mais je suis très désespéré par le monde en fait. Et j'arrive pas vraiment à profiter de mon entourage. Et c'est triste aussi ça, parce que mon entourage mériterait que je leur amène un peu plus de joie et un peu moins de déprime. Mais j'arrive pas à ne pas focaliser en fait sur le monde. Sur le monde, quoi. Enfin voilà, alors j'ai des périodes où j'essaye de moins suivre l'actualité, hein, mais je peux pas m'empêcher de lire des livres, hein, et puis le monde, il se présente à nous qu'on le veuille ou non. Donc voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire merci, voilà, après avoir sorti cette vidéo moi, que je vis un peu comme un coming out, hein, parce que je vous ai parlé de plusieurs tabous, hein. Je vous ai parlé de 3 tabous là, dans cette vidéo, qui sont les tabous de notre civilisation, qui sont 3 de nos tabous, en tout cas, et je pense qu'il va falloir les dépasser. Voilà. Je ne sais pas comment faire. Moi, je suis personne, encore une fois, je dis souvent ça, mais c'est une réalité. Je suis personne pour dire ça, mais je le dis. Et voilà, et je vous dis courage, les gars. N'abandonnez pas, n'abandonnez jamais. Ça aussi, il faudrait que j'en parle un de ces jours. N'abandonnez jamais. Ne laissez jamais la place à ces salopards. Ne laissez pas votre place. Allez, je vous embrasse. Bonne soirée à vous. Ici, il est... alors ça a sonné, bientôt ça va ressonner. Ça fait 1 heure que je parle. Il doit être 21 h maintenant. Merci pour votre attention. Merci d'être là, au final, hein. Merci à ceux qui ont inventé... mine de rien, la caméra, pouvoir s'enregistrer, pouvoir se diffuser comme ça permet de ne pas avoir l'impression d'avoir mis une vidéo ou un manuscrit dans un tiroir. Ça permet d'avoir quand même l'impression d'avoir posé ça quelque part. C'est une expression que j'aime beaucoup. Je pose ça là.
Et s'il y en a que ça intéresse, s'il y en a que à qui ça peut donner un petit peu de force aussi, ça serait le meilleur cadeau. Parce qu'on en a besoin, notre besoin de consolation est infini. C'est très 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 dur tout ça, tout ce qu'on vit, même si on est dans le confort. Moi encore une fois, je vis dans le confort. J'ai fait ce choix-là. J'ai besoin de confort et je vis dans le confort et je crache pas dessus. Et je dis merci, je dis même merci aux gens qui me permettent de faire ça et qui pourtant ne sont pas forcément les gens que je préfère dans la vie. Mais bon, voilà. Courage et ne laissez pas votre place. À bientôt.